J'ai l'écran. J'ai compris qu'on était enregistré. Oui, je viens de le lancer, Ouais, désolée. ouais, ouais. Il n'a pas Voilà. marché. C'est bon là? Oui, c'est bon. Ok, alors attends, je vérifie. Ah oui, non, c'est que ça passe pas. Euh, Parce que quand je j'arrive pas à faire passer les diapositives. Ah si je fais là. Oui, ok. Ça fonctionne? Oui. Ouais, 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 il faut, voilà. Très bien, bon, donc j'y vais. Très bien. Merci Louane pour cette invitation. Merci également donc à tous ceux qui se sont tous ceux et toutes celles qui se sont connectés. Et donc je vais, comme tu l'as dit Louane, donc partager avec vous quelques réflexions sur justement l'eau envisagée donc au prisme ou sous l'angle du commun. Donc, à partir d'un certain nombre de travaux, comme tu l'as rappelé, Louane, que j'ai conduit avec des collègues et qui ont donc donné lieu à un certain nombre de publications que j'ai rappelées ici. Donc, on a travaillé avec Cécile, notamment avec Cécile Tindon, donc sur la question des mobilisations pour l'eau potable et sur le travail qu'on avait qualifié de régulation civique, donc qui était mené par les associations de consommateurs, mais pas que les associations de consommateurs, en vue d'une réappropriation, disons, citoyenne de la gestion de l'eau potable. J'avais également avec Cécile et un autre collègue Bernard Baraquet donc approfondi la question plus spécifique de savoir si l'eau potable pouvait revendiquer ou pas un statut de bien commun. Et puis également avec deux autres collègues géographes, Sophie Lizière et Sarah Fernandez, donc travailler sur la gouvernance de l'eau dans le cadre de ce programme Oracle sur les commissions locales de l'eau, et on s'est intéressé notamment à la question de l'élaboration des règlements en fait d'eau par ces commissions locales de l'eau. Alors, dans ce que je me propose de faire, donc de démarrer par une petite, voilà, par une remarque générale, comme tu l'as bien dit, hein, Louane, quand on parle de bien commun, la question de l'eau, elle arrive presque assez naturellement et immédiatement en fait à l'esprit, et la notion d'eau bien commun, hein, elle s'est aujourd'hui généralisée bien au-delà des sphères militantes en fait, hein, dont elle est issue et qui l'ont initialement forgé et revendiqué. C'est souvent en référence à son caractère essentiel, vital, que l'eau est revendiquée comme bien commun. Et aujourd'hui, c'est devenu une locution que certains qualifient un peu de passe-partout, qui est donc revendiquée ou mobilisée également par des acteurs importants de la gestion de l'eau, notamment par exemple Antoine Frérot ici, le PDG donc de Veolia, qui donc s'interrogeait sur la spécificité de l'eau comme bien commun. Il se demandait est-ce que c'est un bien commun comme les autres, mais enfin en tout cas c'était bien revendiqué comme un bien commun. Et donc il est certain que, ça, je pense que c'est aussi un des éléments de réflexion qu'on peut avoir et qui est intéressant, c'est que cette notion d'eau bien commun a peut-être, avec sa généralisation, perdu un petit peu de son tranchant initial. Cela dit, ce qu'exprime aussi la dernière citation, c'est que l'eau, comme bien commun, elle est revendiquée donc à différentes échelles, à l'échelle territoriale, j'y reviendrai, à l'échelle nationale et également donc à l'échelle globale, l'eau comme bien commun de l'humanité, ou bien commun le plus précieux, donc comme ça l'a été affirmé récemment par le secrétaire général de l'ONU. Alors, cela dit, cette notion, donc la mise en commun de l'eau, précède en fait assez largement ce mouvement donc en faveur de l'eau bien commun, et ce sont donc justement ces variations en fait autour du commun de l'eau que je me propose d'explorer ou de rappeler brièvement, et à chaque fois j'essaierai donc de les relier à différentes formes de solidarité et donc de voir sous quel angle en fait différentes facettes de l'eau créent différents types en fait de solidarité et de commun autour de l'eau. Cela me conduira donc notamment à évoquer la chose commune des juristes, la ressource commune et la gestion en bien commun des économistes, avant de revenir, de conclure sur le bien commun donc qui a été mobilisé à la fois par des philosophes et donc par tous ces militants qui ont forgé notamment cette notion d'eau bien commun. Alors, je vais donc commencer par le commun, en fait, l'eau mise en commun par le droit, et je vais commencer donc par aborder cette notion importante de l'eau comme chose commune.
et plus particulièrement donc l'eau courante, ce qu'on appelle l'eau courante, c'est-à-dire l'eau des rivières qui ne sont, en l'occurrence, je m'intéresserai ici uniquement aux rivières qui sont non domaniales, c'est-à-dire qui ne relèvent pas donc de la domanialité ou de la propriété publique, et qui représentent un linéaire extrêmement important en France, pas loin de 300 000 kilomètres. Et cette eau courante relève donc de ce que le Code civil qualifie donc de choses communes depuis sa première édition en 1804, c'est-à-dire des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Et cet usage, donc cette notion de choses communes, elle fait écho en fait à un principe ancien qui était déjà présent et reconnu donc dans le droit romain et qui évoquait pour sa part un droit naturel et donc qui affirmait donc qu'au nom de ce droit naturel sont le bien commun de tous, l'air, l'eau qui s'écoule, la mer et pour cela également les rivages de la mer. Donc, on a cette eau bien reconnue donc comme ressource, comme chose commune et dont l'usage appartient à tous. Mais si le Code civil renonce ici à instaurer un droit de propriété, ce ne sont pas des questions, ce ne sont pas pour des questions ou des raisons morales, philosophiques ou politiques. C'est bien en fait parce que l'eau, par sa nature même, se montre rétive en fait à cette appropriation du fait de sa circulation incessante. Et c'est en raison du fait, justement, pour ça qu'on l'appelle l'eau courante. Et c'est ça qui empêche de la partitionner, de l'enclore et donc de la privatiser, comme on le fait assez facilement pour des tas d'autres objets de nature, notamment la terre. Et donc, on a cette eau dont l'usage donc est commun à tous, mais la question qu'on peut immédiatement se poser ensuite, c'est de savoir si quel est ce tous qui se cache en quelque sorte derrière ce commun à tous. Est-ce que c'est vraiment tout le monde qui peut avoir donc bénéficier d'un droit d'usage de cette ressource? En fait, pas vraiment. Et si le droit de propriété a été sorti par la porte, en fait, il a été vite réintroduit en fait par la fenêtre, et l'usage en fait n'est commun qu'à ceux dont la propriété borde la rivière ou ceux dont la propriété donc est traversée par la rivière, et ce sont eux qui bénéficient donc d'un droit d'usage en fait sur cette eau. C'est ce qu'énonce l'article 644 du Code civil, qui indique que ceux dont la propriété donc borde une eau courante, autre que les rivières domaniales, peut s'en servir donc à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. On reconnaît ici évidemment toute l'importance de l'usage agricole dans ce Code civil, donc élaboré au début du 19e siècle. Et donc, on voit que cet article donc, du Code civil adapte en fait le droit de propriété à cette situation particulière de ce que le juriste Philippe Billet appelle un bien fugitif, c'est-à-dire justement qui échappe à cette volonté d'enclosure en quelque sorte du fait de sa gravité et de son écoulement permanent. Il ne peut que fonder un droit d'usage individuel sur ces eaux courantes, partagé avec d'autres par la force des choses, et donc fondé en dernier ressort donc sur la propriété foncière. Et ici, ce qu'on peut dire, c'est que le commun, en fait, renvoie donc à une collection d'individus qui sont donc d'individus propriétaires qui sont solidaires de fait, donc autour de cette eau qui les relie. Alors, cela dit, cette circulation incessante de l'eau ne fait pas que compliquer en fait ou rendre impossible l'appropriation de l'eau. Elle crée évidemment de multiples interdépendances entre tous les usagers donc, de cette ressource, tous les ayants droit en fait de cette ressource. Et on peut rappeler à cet égard que riverainté et rivalité partagent la même étymologie, et donc tous ces ayants droit qui ont accès à cette chose commune du fait justement de leur riverainté parce qu'ils sont propriétaires d'une parcelle qui borde la rivière, eh bien, peuvent se retrouver dans des situations de rivalité. Et cette rivalité, elle est susceptible donc de mettre aux prises soit divers intérêts particuliers, mais également donc des intérêts particuliers et l'intérêt général.
Et depuis très longtemps, et donc depuis plus formellement le 19e siècle avec le Code civil, puis le Code de l'environnement, donc le droit a mis en place tout un arsenal juridique qui permet donc de prévenir et de régler ces situations de rivalité. Et donc, entre les intérêts particuliers, il y a toute une série donc d'obligations et de servitudes qui ont été donc progressivement mises en place donc dans la réglementation et précisées par une abondante jurisprudence. Et lorsqu'il y a donc des conflits entre particuliers à propos donc de l'usage d'une eau qui leur est chose commune, eh bien c'est en dernier ressort la justice qui va pouvoir arbitrer. Par contre, lorsque cette rivalité donc, se pose entre des intérêts particuliers et l'intérêt général, c'est la police de l'eau, c'est l'administration en fait, en charge de la défense de l'intérêt général qui va donc intervenir. Et cette police de l'eau donc a été progressivement donc structurée, et notamment donc avec une première grande, à l'occasion de la première grande loi sur l'eau de 1898, et elle a eu de cesse ensuite d'être progressivement réformée, renforcée, même si évidemment il y a encore beaucoup de limites. Donc on a cette eau qui est donc chose commune, dont la jouissance est partagée par l'ensemble des riverains en fait de ces cours d'eau non domaniaux, avec des instances de régulation donc entre intérêts. Et je terminerai sur ce point donc de l'eau comme chose commune en disant simplement qu'une alternative à cette organisation, elle consisterait en fait à inscrire toutes les eaux dans la domanialité publique, comme c'est déjà le cas donc dans les départements donc d'outre-mer. C'est ce qu'exprime, c'est la petite image là, du décret de 1948 que j'ai mis sur cette diapositive, et comme c'est également le cas dans un certain nombre de pays européens comme l'Espagne par exemple. Alors, après cette eau, donc chose commune vue par les juristes, je vais désormais donc aborder l'eau comme ressource commune. Donc là, c'est plutôt un point de vue donc théorisé conceptualisé par les économistes, et qui renvoie donc à cette deuxième facette de ce commun de l'eau. C'est donc celui qui est donc lié à sa dimension économique ou productive de ressources communes. Et l'eau devient ici une source potentielle, non plus d'une solidarité donc de fait, mais d'une solidarité obligée, en particulier lorsque son usage, sa mobilisation de l'eau comme ressource implique des travaux et des infrastructures qui dépassent les capacités et les droits individuels. Excusez-moi, il y a une petite interruption, mais voilà. Donc, lorsque cela dépasse les capacités et les droits individuels, par exemple, lorsqu'il s'agit de créer donc de faire fonctionner des canaux d'irrigation, comme l'illustre ce plan de réseau d'irrigation, ou deuxième source d'une solidarité obligée entre usagers d'une même ressource, c'est lorsque son usage donc non régulé la menacerait donc de surexploitation, comme cela avait été particulièrement donc mis en avant par le biologiste Garrett Hardin dans un article ultra célèbre de la fin des années 60, de 1968, intitulé donc La tragédie des communs, et qui expliquait que voilà, ces ressources donc utilisées conjointement par une pluralité d'usagers ne pouvaient finir que par être surexploitées. Alors, ce qui est important évidemment de dire ici, c'est que contrairement donc à cette sombre prévision de Garrett Hardin autour de la tragédie des communs, en fait cette qualité donc de ressources communes ou partagées a donné naissance à de multiples formes d'organisation locale destinées précisément en fait à conjurer cette tragédie des communs et à permettre aux membres donc de ces organisations locales de jouir solidairement et de manière égalitaire de la ressource en eau. Et ces organisations donc ont généré de multiples formes donc de droits spontanés, c'est-à-dire de règles permettant donc de faire fonctionner la communauté d'usagers ainsi créée. Et donc de multiples travaux ont été donc consacrés au fonctionnement donc de ces organisations locales, notamment autour des réseaux donc d'irrigation en France, et puis également donc à l'international. Alors, un droit spontané qui permet à la fois donc de réguler la ressource ou de procéder donc à des travaux
d'intérêt commun et à exploiter en commun donc une ressource à travers donc les réseaux d'irrigation, et qui a eu également en général un effet implicite de préservation de la ressource, puisque ces organisations locales étaient naturellement soucieuses d'une gestion donc durable ou résiliente en fait de leurs ressources ou de leur réseau d'irrigation. Et donc, on est plus généralement ici dans le cas de ce que l'économiste, donc, enfin la politiste et économiste Elinor Ostrom appelle une ressource commune, qui est l'objet donc d'une gestion en bien commun qui donc présente trois grandes caractéristiques. C'est d'abord qu'elle définit donc un ensemble d'ayants droit. Tout le monde n'a pas accès au réseau d'irrigation, tout le monde n'a pas accès à la ressource commune. Donc, il faut d'abord être un ayant droit. Ensuite, des règles sont élaborées par la communauté des ayants droit en vue donc de maintenir une gestion durable et résiliente. Et enfin, donc, il y a une gouvernance pour pouvoir à la fois établir donc ces règles de gestion de la ressource commune et également donc arbitrer les différents conflits qui peuvent surgir. Et tout le travail donc d'Elinor Ostrom a consisté à identifier quelles étaient donc les conditions nécessaires donc à une gestion durable de la ressource de ces ressources communes, et elle a élaboré donc notamment un ensemble de 8 conditions très célèbres qui disent que voilà, si les règles de gestion de cette ressource commune respectent ces différentes conditions, et notamment donc le fait de circonscrire pardon la liste des ayants droit à la ressource, eh bien, on a des chances donc d'avoir une gestion durable. Et ce que montre donc également Elinor Ostrom, c'est que cette gestion donc par des communautés d'usagers représente en quelque sorte une troisième voie entre les deux solutions à la tragédie des communs qui avaient été initialement identifiées par Garrett Hardin. Garrett Hardin disait, lui, pour prévenir donc la tragédie des communs, il y a qu'une alternative, deux possibilités. C'est soit une privatisation, en fait, on donne les droits individuels d'accès à cette ressource, et ensuite donc les gens peuvent se les échanger sur un marché, etc. Soit on a une domanialité publique. Et donc, ce qu'a montré Elinor Ostrom, c'était que la ressource commune pouvait faire l'objet d'une gestion en bien commun par des communautés d'usagers. Alors, tout ça donc a été bien, enfin voilà, c'est des travaux, enfin je pense que la plupart d'entre vous doivent les connaître, qui ont été extrêmement importants, qui exercent une influence extrêmement forte à la fois dans le champ académique, mais également donc dans les instances internationales qui ont promu des formes de gestion communautaire en bien commun, notamment sur les questions d'irrigation. Alors, cela dit, et c'est la troisième forme de commun et troisième type de solidarité construit autour de l'eau, une telle auto-organisation autour donc d'une ressource commune présente deux grandes limites. Première limite de cette solidarité donc obligée, c'est lorsque les usagers deviennent plus nombreux, plus dispersés, plus diversifiés sur une ressource par ailleurs qui peut être plus étendue, et donc tous ces éléments concourent à rendre plus difficile en fait l'émergence d'une action collective, la structuration d'une communauté d'usagers, la mise en place de discussions pour élaborer des règles de gestion et pour parvenir donc le cas échéant à régler des litiges. Et donc, cela fait ressurgir le risque de surexploitation et de dégradation de la ressource. L'autre limite de cette solidarité obligée et donc de cette gestion communautaire en bien commun, c'est le fait que ce droit spontané qui émerge donc à travers les règles mises au point par la communauté d'usagers peut s'avérer insuffisant pour intégrer de nouveaux enjeux de conservation ou de restauration, notamment des milieux aquatiques. Et donc, c'est pour répondre à ces deux limites que a été donc imaginé et mis en place des cadres permettant de faire surgir une solidarité, cette fois donc organisée. Et c'est pour donc mettre en place cette solidarité organisée que après donc la première, disons le premier temps qu'a constitué la mise en place des comités de bassin avec la loi de 1964, mais donc à l'échelle territoriale, c'est à partir de la loi de 1992 qu'ont été instaurées donc les commissions locales de l'eau,
qui vise donc précisément, comme l'illustre la petite, la petite image là qui est sur la diapositive, à rassembler donc à la fois donc à l'échelle d'un sous-bassin versant, à rassembler donc les usagers, à rassembler les élus donc des collectivités territoriales et les représentants de l'État dans une instance donc ad hoc, la commission locale de l'eau, qui a donc vocation à définir donc à mettre en place une cogestion donc de cette ressource. Et donc de nombreux travaux ont été consacrés à ces commissions locales de l'eau, alors qui relèvent de démarches parfois volontaires, parfois de démarches obligatoires, mais tous ces travaux ont montré que dans ce cadre, l'eau pouvait donc progressivement accéder au statut de bien commun territorial au terme d'un processus donc certes assez long et incertain, mais au cours duquel donc il n'était pas inenvisageable que les intérêts et les identités donc sectorielles, à la fois donc ceux qui avaient un rapport à l'eau en tant que aux ressources économiques pour l'irrigation, l'eau comme milieu de vie pour des poissons qu'on va pêcher, l'eau comme source comme liquide qui va pouvoir servir au refroidissement de centrales, etc. Bref, donc que des intérêts et des identités sectorielles puissent se confronter, évoluer et s'ajuster donc dans ce cadre-là au bénéfice donc d'un projet commun pour l'eau et faire accéder celle-ci à ce statut de bien commun territorial. Alors, ça peut fonctionner, enfin voilà, ça a fonctionné. Cela dit, donc, c'est également un dispositif, enfin un cadre donc d'une solidarité organisée qui est fragile. Les processus d'élaboration des documents constitutifs élaborés par les commissions locales de l'eau sont longs et complexes. Il faut régler donc des relations parfois un peu délicates entre l'État, les élus, les représentants des différents usagers. Il y a également des concurrences avec d'autres instances donc, de gestion de l'eau qui s'intéressent de manière un peu plus sectorielle, les unes à la gestion qualitative, les autres à la gestion quantitative. Et bref, il y a donc de multiples fragilités à ce dispositif de solidarité organisée, mais c'est quand même donc un acquis important de la loi sur l'eau de 1992 et c'est probablement quelque chose qui devrait connaître donc une extension, probablement une généralisation suite au plan eau qui a été donc annoncé dernièrement. Alors, l'autre, à partir de 1992, ça a été également donc une année importante, là aussi, pour essayer de mettre en place, de faire fonctionner cette solidarité donc organisée et pour essayer de prévenir les risques de dégradation autour de la ressource en eau. Et non seulement donc la police de l'eau a également été réorganisée et renforcée à ce moment-là, mais la loi sur l'eau de 1992 a également donc érigé l'eau en tant que patrimoine commun de la nation. Et donc on voit apparaître ici encore une troisième occurrence de cette notion de commun de l'eau, après la chose commune, après la ressource commune, même une quatrième, après l'eau comme bien commun territorial, et bien l'eau comme patrimoine commun, dans le prolongement en fait de démarches par ailleurs donc plus anciennes, au moins donc qui ont pu fonctionner à différentes échelles territoriales, à différents niveaux, puisque donc on a une charte européenne de l'eau qui a été adoptée en 1968, révisée ensuite, mais qui déjà donc évoquait la notion donc de patrimoine de patrimoine commun. Alors, cette notion de patrimoine commun de la nation, alors elle est diversement interprétée par les juristes, qui, globalement, considèrent que, et là je cite Philippe Billet, donc un des juristes spécialistes de la gestion de l'eau, qui considère que c'est un article de loi sans autre ambition que proclamatoire. Le Conseil d'État, dans son rapport donc consacré à l'eau et à son droit, évoquait pour sa part une notion ambiguë, mais qui, même s'ils disent que cette notion vise seulement, mais c'est quand même déjà ça, donc
à créer donc des devoirs de préservation à la charge des citoyens actuels et des droits au profit des générations futures. Donc, à minima, ça instaure quand même une nouvelle forme de solidarité qui est cette fois-ci donc intergénérationnelle. Et d'autres juristes estiment pour leur part que ça pourrait être un prélude à une domanialité donc publique de l'eau, donc à une généralisation de ce statut d'eau comme relevant du domaine public, comme c'est donc déjà le cas dans certains pays, comme je l'avais dit, et dans les départements d'outre-mer. Alors, j'en viens et je conclurai par là, j'espère que je ne suis pas trop en retard, à travers, donc j'en viens à cette notion d'eau bien commun, donc et qui a cheminé donc cette fois-ci à travers non pas des considérations juridiques ou des considérations, disons, économiques, mais à travers donc des mobilisations sociales et politiques autour de l'accès à l'eau, du droit de l'eau et plus spécifiquement également autour des modes de gestion des services d'eau. Ce sont véritablement ces grandes mobilisations qui ont donné naissance à la notion d'eau bien commun, en lien donc avec un mouvement plus global autour des communs au pluriel comme alternative à l'hégémonie de la propriété individuelle ou de la propriété publique. Alors, ce mouvement autour des communs et de plus spécifiquement de l'eau bien commun a été particulièrement donc important en Italie, à l'occasion notamment donc du référendum de 2011 contre la privatisation de la gestion des services d'eau qui était envisagée par le gouvernement de l'époque. Et en France, ce mouvement autour de l'eau bien commun est marqué donc par l'émergence à la fin des années 2000 d'un certain nombre de coordinations au bien commun, donc les premières en Île-de-France, en Rhône-Alpes, qui donc se structurent dans le prolongement de lutte contre les délégations de services publics et en faveur donc de la reconnaissance du droit à l'eau pour tous. Donc ce mouvement autour de l'eau bien commun marque une politisation de la gestion de l'eau, au sens de faire de l'eau et de sa gestion un enjeu donc qui doit être débattu politiquement. Ça a été donc de manière un peu très organisée, très spécifique. À l'occasion des élections municipales de 2014, par exemple, il y avait eu la diffusion nationale donc d'un kit sur l'eau bien commun qui était destiné donc à permettre à tous les militants de ces différents mouvements d'interpeller donc les élus locaux autour de la gestion de l'eau. Et donc de volonté, comme je le disais, donc contre-hégémonique, de contrecarrer l'hégémonie donc de l'eau en tant que donc bien privé, susceptible donc de générer du profit et de faire l'objet d'une accumulation. Alors, pour les promoteurs donc de l'eau bien commun, c'est souvent au nom du caractère donc vital de l'eau et de notre commune dépendance à son égard que nous partageons avec tous les vivants, que cette qualité donc d'eau bien commun est revendiquée et elle sert à soutenir donc 4 grandes revendications, 4 grands enjeux. D'abord donc garantir un accès universel et un droit à l'eau pour tous. Ensuite, démocratiser la gouvernance, rendre les citoyens usagers actifs dans la gouvernance notamment des services. Troisième élément important, mettre l'eau hors profit, pas forcément hors commerce ou hors marché, puisque même les régies publiques, en fait, elles vendent de l'eau, ce sont des vendeurs d'eau, mais en tout cas, mettre l'eau hors profit, et c'est hors de la sphère du profit, et c'est le sens donc des revendications autour de la lutte contre les délégations de services publics. Et enfin, quatrième enjeu, donc préserver à la fois les infrastructures et la ressource dans une perspective de long terme. Alors, bien sûr, ces éléments, enfin, ces revendications donc, sont fondées, comme je le disais, sur cette revendication de l'eau comme étant quelque chose sur ce constat que l'eau elle est vitale, que nous sommes donc comme tous les vivants dépendants de l'eau, mais il y a donc également des travaux, des réflexions qui ont été menées donc par des politistes, des sociologues pour essayer de creuser un peu cette justification du fait que l'eau doit être reconnue comme un bien commun. Et on peut relever donc 2 grands ordres en fait de justification à cette notion donc de l'eau bien commun ou de ce que certains, notamment Sylvie Pacreau, Dardot, Laval, etc., appellent l'en commun pour justement supprimer la notion de bien qu'ils estiment être trop proche de la réflexion et du lexique de l'économie. Alors, le premier registre de justification qui pourrait donc fonder
fonder conceptuellement l'appartenance de l'eau à l'en commun, à la sphère du commun, c'est le fait qu'elle relève donc des biens premiers ou des biens socles, c'est-à-dire des biens qui conditionnent l'exercice des droits fondamentaux et le libre développement des personnes. C'est également ce qu'on retrouve dans l'énoncé du droit à l'eau établi par l'Assemblée générale des Nations unies en 2010, qui fait du droit à l'eau un droit essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l'homme. Donc, dans tous les cas, alors Rodotà, en fait, la commission Rodotà, et la citation là, c'est un juriste italien qui avait été chargé justement en Italie à l'occasion du mouvement des biens communs de redéfinir en fait les nouvelles catégories, en fait, de redéfinir la domanialité publique, et qui avait donc proposé de faire reconnaître à côté des biens privés et des biens publics donc une spécificité juridique à des biens communs. Et c'est comme ça donc qu'il avait fondé ces biens communs. C'est ceux qui sont donc nécessaires à l'exercice des droits fondamentaux et au libre développement des personnes. Alors, on reste, de mon point de vue ici, dans une approche centrée sur l'individu, sur ses droits, sur son développement. Ce sont évidemment des choses qui sont extrêmement importantes, mais le deuxième registre de justification qui a été développé notamment par le philosophe François Flahault me paraît particulièrement stimulant, puisqu'il sort justement de cette perspective individualiste, et son point de départ, en fait, c'est un point de départ, si vous voulez, anthropologique, c'est le fait que la coexistence entre individus précède l'existence. Et plus précisément, nous ne devenons des individus que à partir donc d'un espace commun de coexistence qui nous précède largement, et dont nous tirons en fait notre individualité. Et cet espace commun donc de coexistence contient ce qu'il appelle des biens communs vécus, l'affection dont nous bénéficions de nos proches à notre naissance, la confiance. Et, cet espace commun de coexistence contient également, donc est constitué également de biens communs culturels, une langue, des institutions, etc. Et il contient également donc des biens communs matériels. Et on peut considérer à ce titre-là que l'eau du service public donc, peut revendiquer de faire partie de ces biens communs matériels constitutifs de notre espace commun de coexistence dont nous tirons notre individualité, parce que l'eau du service public améliore la vie quotidienne, parce qu'elle permet donc à la subjectivité de faire l'expérience de sa réalité et donc de s'éprouver. On peut évoquer ici tout le rapport à soi construit autour de l'hygiène personnelle et plus précisément donc autour de l'espace domestique, mais encore, et c'est là où on va, c'est intéressant parce que c'est justement cette dimension individualiste s'articule avec une dimension collective, parce que justement la jouissance de cette eau du réseau ne nous est permise que parce que d'autres y ont simultanément accès. Très prosaïquement, nous pouvons accéder et nous pouvons en fait mettre en place et financer des réseaux d'eau potable, et donc en bénéficier comme individu uniquement parce qu'en fait des tas d'autres usagers sont également connectés à ce réseau et c'est uniquement à cette condition-là que l'ensemble des coûts qui sont nécessaires donc à la mise en place et à l'entretien de ce réseau peuvent être donc supportés par peuvent être financés. Voilà, donc deux ordres de justification autour de cette notion donc de l'eau comme bien commun, l'une plutôt individualiste et l'autre fondée plutôt donc sur la question donc de l'eau comme inscrite dans ce qui construit donc notre espace commun de coexistence. Voilà, donc j'en ai fini de ce parcours qui donc m'a fait passer de l'eau de la chose commune et de la solidarité de fait entre riverains d'un cours d'eau à à la ressource commune, source d'une solidarité obligée donc entre co-usagers, co-utilisateurs de la ressource en eau, puis donc à cette solidarité organisée par des cadres, par des procédures spécifiques comme les commissions locales de l'eau qui sont susceptibles donc d'ériger celle-ci en bien commun territorial. En même temps, l'eau a été donc, comme on l'a vu, inscrite comme patrimoine commun, donc source d'une solidarité intergénérationnelle. Et on est ici, j'ai terminé donc par cette eau donc bien commun qui est à la base d'une solidarité qu'on peut qualifier de solidarité délibérée, au sens où pour tous les promoteurs de l'eau bien commun, il s'agit de délibérer démocratiquement et d'instaurer donc politiquement l'eau en tant que bien commun. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup Rémi pour ton intervention. Je vous propose maintenant d'écouter Philippe sur la question du Parlement de l'Isère. Philippe, est-ce que tu souhaites que je partage ton diaporama ou est-ce que tu préfères le faire toi-même? Normalement, j'ai autorisé le partage d'écran à tout le monde. Non, bah, vas-y, mais il suffit simplement de mettre la première page parce que les autres, c'est peut-être moins intéressant. Mais la première page, si tu veux bien, ça permettra de faire une illustration. Voilà. Hop, c'est comme ça. Voilà, est-ce qu'on voit bien la première page? Voilà, Oui. parfait. Mets-le en plein écran si c'est possible. Alors, Donc voilà, ben, je me présente donc Philippe Dubois, je suis donc à France Nature Environnement Isère. Je suis président et France Nature Environnement Isère porte le projet de Parlement de la rivière Isère. J'ai vu que dans le fil de discussion, Annick posait la question de la personnalité morale des personnalités juridiques des fleuves ou des entités naturel. Donc on est en plein là-dedans puisque le but du Parlement de la rivière Isère, c'est de permettre une réappropriation démocratique des enjeux de l'eau par le citoyen, mais aussi d'inciter à une évolution du droit visant à donner la personnalité morale à la rivière Isère. Alors, quelle est l'origine du projet? Comme l'origine du projet elle est liée à cette photo, qu'on voit, en fait, l'été dernier, enfin, c'est pas l'été dernier, c'est l'été précédent, je me baladais le long de la rivière à vélo, et puis tout à coup, alors la rivière était très basse, hein, c'était en pleine sécheresse, et puis tout à coup, je vois dans la rivière cette espèce enfin, ce fond de rivière avec des petits points noirs. Je sais pas, on le voit pas trop bien là sur la photo, mais bon, qu'importe, c'est l'idée. Et en fait, ces petits points noirs, en fait, ce sont des pneus. Et j'ai découvert qu'il y avait une cinquantaine, une centaine de pneus qui étaient là au fond de la rivière, qui étaient là probablement depuis très longtemps, plusieurs dizaines d'années, et un nombre impressionnant. Et ça m'a vraiment choqué de voir ça. Et je me suis dit, finalement, quelle est la gestion de cette rivière pour que des pneus soient encore, enfin, que la rivière soit considérée comme un déchet, enfin, comme un réceptacle des déchets, et que aucune collectivité n'ait pris en charge ce problème-là, ni la commune, ni les propriétaires, bien évidemment, riverains, ni le département, ni la région, ni les syndicats de communes, ni les syndicats de rivières, enfin, etc., n'ont jamais, se sont jamais préoccupés de ça. Et je me suis dit finalement, il y a peut-être un trou dans cette organisation territoriale ou institutionnelle. Et d'une part, et puis d'autre part, je me suis dit aussi que finalement, le citoyen, il a peut-être sa place dans ce millefeuille administratif avec des trous. Le citoyen, il a peut-être sa place pour dire des choses et notamment signaler ce genre de choses. Et parallèlement, enfin, au même moment, a été organisée une déambulation le long de l'Isère, organisée par un organisme culturel local. Et il y avait justement Camille de Toledo qui était là. Camille de Toledo, c'est le rédacteur du Parlement de Loire, donc qui a sorti un bouquin qui s'appelle Le fleuve qui voulait écrire. Donc le Parlement de Loire, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Enfin, donc ce Parlement de Loire, l'Appel du Rhône, l'Institut éco-citoyen, enfin, etc. Tout ça, ce sont des collectifs qui se montent. Alors chaque collectif est un peu particulier. Ce sont des collectifs qui se montent pour défendre les droits des rivières et des fleuves, avec chacun donc ses particularités. Et Parlement de la Loire donc a fait l'objet d'un bouquin qui est sorti, un gros pavé, 500 pages, rédigé par justement Camille de Toledo, et cette déambulation était justement animée par Camille de Toledo. Et du coup, je me suis mis à lire ce livre et j'ai découvert l'intérêt de monter un parlement de la rivière Isère. Alors l'objectif, c'est de cette réappropriation démocratique, ça c'est le premier objectif. Et puis le deuxième objectif, c'est de donner des droits
aux personnes non humaines, hein, c'est de donner la personnalité juridique à des entités naturelles non humaines. Bon, je vais passer sur les... enfin, j'avais tout un développement sur l'eau, mais comme ça a déjà été fait par l'orateur précédent, je vais continuer. Alors, le contexte. Il y a un contexte, mondial, un contexte européen et puis un contexte français. Un contexte mondial, en Colombie, depuis 2020. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent en Amérique du Sud. C'est assez étonnant. Enfin, c'est pas étonnant parce qu'en fait, en Amérique du Sud, il y a beaucoup de peuples indigènes, enfin, peuples premiers. Et en fait, chez les peuples premiers, la préservation, enfin, la nature, enfin, ce qu'on appelle nous la nature, pour eux, c'est sacré. Et c'est une première approche, enfin, une première approche de la personnalité juridique. C'est le sacré. En Colombie, par exemple, depuis 2020, des fleuves et des rivières ont été personnifiés, hein, dont l'Arato. Alors, la Colombie n'est pas le seul pays, il y a bien d'autres pays, notamment en Amérique du Sud, en Équateur. L'Équateur est très avancé par rapport à cette idée de donner des droits. Donc, depuis 2008, en Équateur, la constitution équatorienne a reconnu l'existence de la terre-mère, ils appellent ça la Pachamama, la terre-mère comme sujet de droit. Sujet, le mot sujet est important parce que le sujet, il peut agir. Il n'est pas, les fleuves et les rivières ne sont pas objets de droit. Enfin, pour eux, en Équateur, il y a une grosse distinction entre sujet et objet. Chez nous, ce sont des objets de droit, hein, et nous voudrions faire tendre le droit vers la reconnaissance des rivières et des fleuves comme sujet de droit. L'Équateur a décidé de donner à toute personne, à toute personne non humaine, donc de défendre la possibilité de défendre la nature afin de protéger le vivant, et que toute association, toute collectif peut représenter les voies des éléments naturels. Alors, c'est ainsi qu'en 2015, par exemple, c'est des exemples, hein, une mangrove a pu gagner en justice, ce qui est un peu étonnant, et c'est vrai que pour nous, Européens, qui ne sommes pas dans cette logique de la constitution équatorienne, ça nous paraît un peu bizarre, une mangrove a pu gagner en justice face à un projet de pisciculture en 2015. C'est quand même, enfin, moi, ça m'émeut tout ça. La rivière Vilcabamba a pu faire stopper un projet de route en son nom propre. L'espèce requin en Équateur a aussi également gagné un procès par rapport à un bateau de pêche chinois en 2015 aussi. Aux États-Unis, alors là on change, enfin on est toujours en Amérique, aux États-Unis, des zones humides dans le comté d'Orange, des zones humides ont pu déposer un recours contre l'État de Floride. Il y a eu la déclaration des droits de la rivière Klamath avec une tribu d'Amérindiens. Il y a eu la reconnaissance en 2019, toujours aux États-Unis, d'une espèce de riz sauvage qui s'appelle le manoumin et qui pousse naturellement dans les eaux sauvages des Grands Lacs. Et cette espèce végétale de riz sauvage a eu la reconnaissance en 2019 comme espèce, comme sujet de droit. Voilà. En Inde, alors on change de continent. En Inde, le Gange et le Yamuna ont la personnalité juridique. Ça a été reconnu par la jurisprudence. En Inde, ce sont plutôt des fleuves sacrés, mais du point de vue juridique, ils ont eu la personnalité juridique. En Nouvelle-Zélande, c'est le fleuve Wanganui qui a été reconnu comme ayant la personnalité juridique. Au Canada, c'est la rivière Macpie, hein, qui a été reconnue aussi. Et puis, je voulais citer au niveau de l'Europe quelque chose d'intéressant. Alors, ce n'est pas particulièrement par rapport aux entités naturelles, mais c'est la même démarche. Au Parlement européen, en 2017, il y a eu la création d'une personnalité juridique spécifique, et c'est un peu étonnant, spécifique aux robots.
aux robots, les robots ont gagné la personnalité juridique en 2017 en Europe. C'est un peu étonnant, mais ce qui est important, c'est de voir un peu la démarche. Donc voilà pour ce qui est des exemples. Quel est le présupposé derrière le Parlement de la rivière Isère? Il y a un certain nombre d'idées, de présupposés. Le premier, c'est que l'homme ne se situe pas dans la nature, mais ne se situe pas au-dessus de la nature, mais bien dans la nature. Alors, de plus en plus, on voit ce concept de l'homme dans la nature et non pas au-dessus, qui est de plus en plus présent, et on voit de plus en plus d'articles sur le sujet. Cette idée de l'homme au-dessus de la nature vient de la Genèse, des textes sacrés du catholicisme, qui dit dans la Genèse, l'homme doit maîtriser la nature, maîtriser les animaux, enfin, etc. Et aujourd'hui, donc, il y a une inflexion. Et on considère, et nous, au niveau de FNE 38, nous avons modifié notre projet associatif en incluant l'idée que l'homme est dans la nature et non pas au-dessus de la nature. Et ça a plein de conséquences. C'est-à-dire qu'en fait, les fleuves et les rivières ne peuvent plus être vus comme seulement des ressources. L'être rivière est un être en soi, en quelque sorte. Un autre présupposé, c'est que la rivière, et je trouve cette phrase assez puissante en quelque sorte, la rivière, c'est un bien qui est tellement commun. Tout à l'heure, on parlait de l'eau comme bien commun. Pour nous, la rivière, c'est un bien tellement commun qu'il s'érige de lui-même en sujet. Il est tellement commun qu'il s'érige en sujet. Je trouve cette phrase intéressante. L'autre présupposé, c'est de sortir de la discrimination objet-sujet, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, et puis opérer le passage de l'état d'objet à l'état de sujet. Voilà, on retrouve toutes ces considérations. Je me suis beaucoup inspiré pour faire cette présentation de ce que dit Camille de Toledo dans le fleuve qu'il voulait écrire, qui est le titre du livre qu'il a sorti. Alors, on en arrive à se poser la question, finalement, quel est le peuple qui constitue la rivière? Qui est lié à cet être qu'on appelle la rivière. La rivière, elle est constituée d'un ensemble d'êtres en quelque sorte, et j'en ai fait la liste n'est pas exhaustive, mais j'en ai fait un peu une liste qui donne un peu des exemples de ce qu'on pourrait considérer comme étant le peuple de la rivière, l'être de la rivière. Le premier, par exemple, c'est la turbidité. Le deuxième, c'est la force du courant. La force du courant, pour moi, c'est un être. Le courant, c'est un être de la rivière. Il a des choses à nous dire sur la rivière. La turbidité aussi. L'étiage, par exemple. L'étiage, c'est évidemment un être de la rivière. Par exemple, pour donner un exemple, 30% du débit de la Garonne, alors la Garonne, ce n'est pas l'Isère, mais bon, c'est un exemple, 30% du débit de la Garonne et du soutien d'étiage. Autrement dit, c'est EDF qui fait la rivière. Et ça, c'est intéressant de considérer ça. Ensuite, le patrimoine culturel et naturel, c'est aussi un être de la rivière. Le sable et la terre, tout à l'heure je parlais du fond de la rivière sur laquelle j'avais vu des pneus. Le sable et la terre, le fond de la rivière, c'est un être qui nous parle et qui nous dit des choses. La fleur aquatique aussi, le temps long de la rivière, c'est tout ça. Les poissons, bien évidemment, les poissons sont des êtres qui ont des choses à nous dire. Ils ont la vue, l'ouïe, le toucher, la ligne latérale qui leur permet de capter les vibrations et la pression de l'eau. Les passes pour les poissons, ce sont des êtres aussi qui peuplent les rivières, dans la mesure où les passes nous disent des choses sur les poissons, et notamment le fait qu'ils ne peuvent pas justement passer, ou certains ne peuvent pas passer. Les forêts ont des choses, les répisylves ont des choses à nous dire sur l'état de la rivière aussi. La température, c'est un être de la rivière. La température, par exemple, de la Loire, de 1970 à l'an 2000, elle a augmenté de plus 2 degrés.
plus de degrés, c'est énorme. La sécheresse, c'est une autre prise de parole, c'est un autre être de la rivière qui nous dit des choses. Et puis, il y a aussi, par exemple, tout à l'heure, on parlait des communs, l'eau comme bien commun, mais il y a d'autres communs, et notamment des communs négatifs. Par exemple, ces pneus dans la rivière, qui sont des déchets, c'est des communs négatifs. Ils ont des choses à nous dire, même si les centrales nucléaires, les barrages, les sols pollués, tout ça, la crue et l'onde de crue, tout ça, ce sont des êtres qui peuplent la rivière et qui, pour nous, ont des choses à dire et doivent être dites. Alors le problème, et dans le livre de Camille de Toledo, le problème est bien posé, c'est en fait, si on donne la personnalité juridique à une rivière, comment peut-elle s'exprimer? Et là, c'est là où entrent en ligne de compte les gardiens. Les gardiens de la rivière, ce sont des personnes qui vont parler au nom de la rivière, vont s'exprimer. Ce sont grosso modo les porteurs des intérêts de la rivière et l'expression de ces intérêts. Alors il peut y avoir plusieurs intérêts. Il peut y avoir l'intérêt économique, par exemple l'agriculteur, il a un intérêt économique par rapport à la rivière, mais ça peut être aussi d'autres intérêts, un intérêt scientifique, un intérêt écologique, enfin bon, etc. Mais il peut y avoir aussi un intérêt, et c'est là où pour moi c'est très intéressant, et le livre de Toledo le montre bien, un autre intérêt, c'est l'attachement affectif. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, celui qui fait son jogging tous les matins le long de la rivière depuis 20 ans, qui apprécie les paysages, qui apprécie la qualité de l'eau, il n'a pas envie de voir des pollutions, il n'a pas envie de voir des pneus au fond de la rivière, et il a un attachement affectif à cette rivière. Et cette idée d'attachement affectif, il est important parce qu'en fait, ça ouvre la capacité de chacun à parler au nom de la rivière, et surtout, ça permet l'appropriation démocratique de cette rivière, de son avenir, de sa qualité. Voilà, et donc il existe aujourd'hui une forme de gardien que FNE a développé par ailleurs, ça s'appelle les sentinelles de la nature. Je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez télécharger sur votre téléphone une application qui s'appelle Sentinelle de la nature, hein, et qui vous permet de signaler une dégradation, un dépôt de déchets, une pollution d'air, de l'eau, enfin, etc., les pneus, enfin, en quelque sorte. Et vous prenez la photo avec votre téléphone, la photo elle est géoréférencée, donc elle est localisée, enfin votre situation est localisée, et ensuite vous mettez des commentaires. Et ensuite, c'est envoyé à France Nature Environnement qui traite le sujet et qui envoie notamment, par exemple, à une commune ou à celui qui est à l'institution qui est chargée de traiter cette pollution. Et donc, France Nature Environnement prend en charge le traitement de cette. Donc, quelque part, cette application Sentinelle de la nature, qui est accessible à tout un chacun, hein, n'importe qui peut le télécharger, et ce n'est pas lié forcément à la rivière, hein, c'est utilisé pour beaucoup de situations. En fait, quelque part, c'est une préfiguration du rôle de gardien. Celui qui utilise la sentinelle, l'application sentinelle, en fait, il devient un gardien de la nature, quelque part. Donc, c'est cette idée de gardien qu'on reprend dans le cadre du Parlement. Le Parlement étant en quelque sorte la plateforme ou le lieu de discussion de l'ensemble des gardiens qui s'expriment et qui sont là pour préserver la rivière, et qui sont là pour la protéger. Quel est le territoire de ce Parlement de la rivière Isère? On a posé le principe que ce territoire, c'était le bassin versant de la rivière. Alors, c'est très large, puisque la rivière, en fait, la rivière Isère, elle prend sa source en Savoie et elle se jette dans le Rhône. Donc, elle traverse 3 départements, 2 régions, et elle a presque quasiment autant de jours de l'année que d'affluents. Elle a 360 affluents, donc c'est énorme.
Bon, mais ceci dit, il y a des affluents beaucoup plus importants comme le Drac et la Remanche. Là, alors, on s'est posé la question de savoir, puisque la rivière Isère se jette dans le Rhône, on s'est posé la question de savoir, comme la rivière Isère est l'affluent du Rhône, si finalement on n'allait pas se raccrocher au collectif Appel du Rhône, puisque en fait il y a un collectif qui s'appelle l'Appel du Rhône. Vous tapez sur Internet Appel du Rhône et vous verrez. D'ailleurs, l'Appel du Rhône, dit en passant, a aujourd'hui 1300 gardiens. Ce qui est quand même énorme. Donc, on s'est posé la question de savoir si on se raccrochait à l'appel du Rhône. L'appel du Rhône, c'est l'équivalent du Parlement de Loire. Ils ont appelé ça l'appel du Rhône. L'appel du Rhône, donc, c'est international puisque c'est Suisse et France. Et j'ai appelé le responsable qui soutient l'animateur de l'appel du Rhône et il m'a dit non, au contraire. Créez votre propre parlement. Plus il y aura de parlements, plus ça sera intéressant et plus le droit évoluera en faveur de cette démarche. Donc voilà. Donc du coup, alors pour l'instant, le Parlement, il n'est pas vraiment créé, c'est une idée pour l'instant. On va la proposer aux collectivités, on va la proposer à l'État ou à la région, au département, au syndicat de communes, etc. Donc l'idée, c'est que ce soit une espèce de plateforme, en quelque sorte, de discussion pour aborder ces questions de l'eau, sachant qu'aujourd'hui, on se rend compte que, ça a été un peu abordé tout à l'heure avec la présentation précédente, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes qui gravitent dans le domaine de l'eau, qui ont chacune leurs compétences et il n'y a pas vraiment d'organisme qui fasse le lien entre tout ça. Et ce qui fait que, donc, en plus de ça, c'est éclaté selon les départements, avec dans chaque département des comités locaux de l'eau, des sages, des DAGE, des je ne sais quoi, enfin, etc. Ce qui fait que, du coup, il n'y a pas vraiment une vue d'ensemble de la problématique de l'eau et des enjeux de l'eau. Et du coup, on se dit, le Parlement pourrait peut-être jouer ce rôle alors, un premier rôle qui consisterait à monter un observatoire de toutes les ou un lieu où on récolte toutes les données relatives à l'eau, enfin des données très, très, très larges, et qui permettrait à tout un chacun et à n'importe qui de pouvoir consulter d'une manière indépendante et transparente toutes les problématiques relatives à l'eau et les données. Le deuxième aspect de ce Parlement, ce serait de créer une mobilisation citoyenne, enfin d'agir dans le domaine de la mobilisation citoyenne pour permettre justement cette réappropriation démocratique des enjeux de l'eau à travers des ateliers citoyens, à travers des déambulations le long de la rivière et à travers différentes choses. Donc cette réappropriation démocratique, on va probablement la mettre en œuvre avec d'autres collectifs. Il y a beaucoup de collectifs, enfin beaucoup, quelques-uns. On a une Assemblée des communs sur Grenoble, on a plusieurs associations qui œuvrent dans le domaine de la place du citoyen dans la société. Et du coup, ils ont une expérience déjà de ces débats citoyens, de personnes qui n'y connaissent rien, mais par contre, une fois qu'elles sont informées, elles sont tout à fait pertinentes pour donner des avis. Donc, du coup, on va s'associer avec ces associations qui œuvrent dans le domaine de la mobilisation citoyenne pour justement cette réappropriation. Donc ça, c'est le deuxième côté, enfin le deuxième secteur en quelque sorte du Parlement, enfin deuxième fonction. Et puis la troisième, c'est de faire en sorte que on puisse développer ce dont je parlais tout à l'heure, qui est l'attachement à la rivière. Et l'attachement, en fait, la rivière, pour faire surgir cet attachement, pour permettre qu'il s'exprime, eh bien, ça se fait par le biais du culturel.
par le biais de l'art, par le biais artistique, par le théâtre, par la peinture, par la sculpture, par les spectacles, etc. Donc il y aura cette troisième dimension de ce Parlement, c'est le côté culturel. Et il y aurait une quatrième dimension de ce Parlement qui est l'action juridique, l'action contentieuse. Mais on s'est dit que cette action contentieuse, on va la mettre à côté. On ne va pas l'intégrer directement au Parlement parce que c'est un peu délicat. Si on dit par exemple à l'État, donnez-nous vos données, où on dit à une entreprise, donnez-nous vos données pour alimenter l'observatoire. Si le Parlement, après, a une action contentieuse, ils vont avoir de la réticence à donner des informations. Donc, on s'est dit, le Parlement, plutôt, on va le positionner sur un principe d'indépendance, de neutralité. Et ensuite, l'aspect contentieux, eh bien, rien n'empêchera, par exemple, la France Nature Environnement, associée avec d'autres associations, de lancer une action de groupe pour lancer un contentieux et lancer une action juridique. Autrement dit, on dissocie l'aspect juridique en tant qu'action contentieuse du Parlement. Le Parlement n'a pas cette vocation. Le Parlement n'a pas la vocation non plus de se substituer aux organismes existants. Ça, on le dit haut et fort, de façon à ne pas qu'il y ait de concurrence et que ce soit bien complémentaire. Et que, voire même, qu'une collectivité puisse être membre du Parlement pour s'exprimer, et pourquoi pas. Donc voilà, aujourd'hui, on en est à proposer à ces collectivités, à ces syndicats de communes, syndicats de rivières, etc. On va proposer donc à l'Agence de l'eau, on va leur proposer de nous financer ce Parlement sous la forme d'un chargé de mission qu'on va recruter probablement, et puis qui aura pour fonction d'animer justement cet observatoire, animer la mobilisation citoyenne, animer le côté culturel avec un budget qu'on propose aux collectivités. Voilà, et alors je voulais finir cette présentation en disant que cette idée de Parlement a séduit un certain nombre de personnes, enfin, d'organismes, a séduit Sciences Po Grenoble. Et donc, en septembre dernier, Sciences Po s'est lancé dans un projet tutoré sur justement ce projet de Parlement de la Rivière-Isère, avec deux composantes, enfin deux missions. La première, c'était de cartographier les acteurs de ce Parlement, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est sur le bassin versant, il y a 3 départements, il y a un nombre très important de collectivités, communes, communautés de communes, syndicats de rivières et autres. Donc, cartographier déjà ces acteurs, publics et privés d'ailleurs aussi bien, qui sont intéressés. Et puis la deuxième mission de ce projet tutoré de Sciences Po, c'était d'élaborer des scénarios de gouvernance pour ce Parlement, sachant que chaque collectif, que ce soit l'Appel du Rhône, le Parlement de la Loire, le fleuve Tavignanu en Corse, l'Institut éco-citoyen de Fos, ils ont tous chacun leur spécificité de gouvernance en quelque sorte, et l'idée c'était de faire une espèce de benchmarking de toutes les expériences de collectifs visant à donner la personnalité morale et la réappropriation démocratique pour les rivières. Et donc, ils ont rendu leur projet avec 3 scénarios de gouvernance. Voilà, il y a un autre organisme qui s'y est intéressé, enfin, il y en a 3 organismes qui sont intéressés. Il y a l'école d'architecture aussi, l'école d'architecture de Grenoble qui s'est intéressée, mais plus, eux, sur l'angle du design et sur la fonction habitée des territoires. Donc, c'est un autre angle que celui de Sciences Po, et ils vont rendre leur travail à l'occasion de la Biennale des villes en transition à Grenoble début juin. Et puis, un troisième organisme, c'est en fait l'Institut d'urbanisme de Grenoble qui s'est déclaré aussi intéressé.
et qui va proposer que des étudiants se penchent sur ce projet en septembre prochain. Voilà ce que je voulais dire. En conclusion, il y a une phrase, enfin une expression que j'ai tirée du livre de Camille de Toledo là, sur le Parlement de Loire. Il disait, et finalement, et si nous assistions à un soulèvement légal terrestre qui transforme les choses en personnes non humaines. Et ça sera ma conclusion. Voilà. Super, merci beaucoup Philippe pour le témoignage qui je trouve fait très bien écho avec la présentation de Rémi. Alors je vois que dans le chat, on a déjà pas mal de questions. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de justement pouvoir passer un temps d'échange. Vu qu'on est beaucoup sur la visio, n'hésitez pas peut-être à lever la main pour que je puisse vous donner la parole. Et si voilà, vous entrez dans la discussion, à ouvrir votre caméra, qu'on puisse se voir, c'est plus sympa. Et avant de passer peut-être voilà, au moment de questions, je profite du fait que Philippe ait cité Sentinelle de la Nature. En région Bourgogne-Franche-Comté, on a également ce programme et on a une chargée de mission qui est arrivée il y a peu, en octobre, si je ne me trompe pas, Philippine, qui s'occupe justement de créer le maillage territorial pour trouver des gardiens et des gardiennes de sentinelles. Donc, si vous avez envie de vous engager et de pouvoir avoir un rôle dans ce projet, vous pouvez contacter FNEBFC et Philippine s'occupera voilà, de revenir vers vous pour que vous ayez les formations et que vous sachiez un peu les missions qui sont possibles. En Isère, on a un service civique qui s'occupe, on a une dizaine de salariés. Alors, je ne sais pas si en Bourgogne-Franche-Comté, comment vous êtes organisé, on a une dizaine de salariés en Isère et on a 3 services civiques en ce moment, dont un qui s'occupe justement de Sentinelles de la Nature. Super. Alors, ce que je peux vous proposer peut-être, alors il y a une personne dans le chat qui me dit qu'elle ne peut pas justement poser ses questions, c'est de reprendre peut-être celles qui sont dans l'ordre et si vous souhaitez prendre la parole, voilà, de bien lever la main. Pour lever la main, il suffit de cliquer tout en bas de votre écran. Normalement, vous avez un petit visage qui sourit avec un onglet réaction et il y a lever la main dessus. Alors, on a eu comme question, alors je reprends du début, de Jean-Luc Krieger. Et donc, je vous laisserai Philippe et Rémi tous les deux répondre. Et si jamais des personnes ont envie de répondre et qui sont dans la visio, pareil, n'hésitez pas à lever la main et à vous signifier. On peut voilà, ouvrir un petit peu le débat. Alors, Jean-Luc demande, la forêt ayant un rôle central dans le cycle et l'eau peut-elle être également considérée par extension comme un bien commun ? Je peux peut-être donner juste un élément de réflexion là-dessus. C'est sûr que dans une logique de gestion intégrée, voilà, l'eau, c'est son bassin versant aussi, hein, c'est le lien intime avec son bassin versant, donc avec tous les éléments constitutifs de ce bassin versant et donc avec les sols, avec la forêt. Voilà. Cela dit, ici, on va se trouver de manière beaucoup plus forte confronté à la question de l'appropriation privée, hein, puisque, comme je l'ai dit, hein, si l'eau est reconnue comme chose commune, c'est parce qu'elle est justement rétive en fait à l'appropriation privée, parce qu'elle circule de manière voilà, incessante. Bon, les sols, les forêts, hein, c'est le fondement en quelque sorte de la propriété privée. Donc, aller vers des démarches, étendre les réflexions sur le bien commun à ces éléments-là, ça pourquoi pas, hein, mais c'est donc ce sera sans doute beaucoup plus difficile encore que pour la question de l'eau. Par contre, hein, ce qui a été donc déjà inscrit, hein, dans la réglementation, c'est que ça fait partie des éléments qui relèvent du patrimoine commun de la nation, hein, l'ensemble des milieux naturels en fait, hein, et leur protection, leur préservation, leur restauration sont considérés comme d'intérêt général. Donc on est à quelque chose qui est un peu en deçà de la notion de bien commun, mais c'est considéré comme faisant partie donc du patrimoine commun de la nation et devant faire l'objet donc et leur préservation est d'intérêt général, ce qui peut justifier des limitations à l'exercice du droit de propriété sur un certain nombre de ces éléments. Merci beaucoup. Philippe, tu veux ajouter quelque chose ou
Je voudrais ajouter quelque chose, mais qui n'a pas forcément lien avec la question. Pour moi, la forêt ainsi que les montagnes, ce sont les derniers réservoirs de biodiversité. Si je veux faire court et caricatural, en plaine, on a plein de pesticides. Et d'ailleurs, quand on prend sa voiture, on n'a plus aucun insecte qui vient s'écraser sur les pare-brises. Ça veut bien dire quelque chose. Donc, les derniers réservoirs de biodiversité, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais je pense qu'il y a quand même une réalité derrière, ce sont les forêts et les montagnes. Et je pense que ces forêts et ces montagnes, ben, il faut absolument les préserver. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Marie-Monique Robin, la fabrique des pandémies. Elle montre que les pandémies sont liées à la perte de biodiversité et que si enfin bon, aujourd'hui, je crois que tout le monde le sait, s'il n'y a pas de biodiversité, l'homme disparaît, c'est l'effondrement humain. Donc, il faut absolument, enfin vraiment, c'est la priorité des priorités, c'est de préserver la biodiversité. Et si on va jusqu'au bout de cette logique, ça veut dire quelque part qu'il faudrait, mais bon, c'est peut-être un peu un gros mot aujourd'hui, mais il faudrait presque sanctuariser les montagnes et les forêts pour préserver cette biodiversité. Quand on voit par exemple en Isère ces montagnes qui sont dénaturées par les vététistes, et certains randonneurs, etc., et par les remontées mécaniques et les stations, on se dit la montagne elle est mal barrée, les forêts pareil, et pourtant c'est les derniers réservoirs de biodiversité. Donc si on ne fait pas ça, on va à grands pas vers l'effondrement humain. Merci Philippe pour ta réponse. Alors j'ai vu que Jean-André Guillermin a levé la main au moment de l'intervention de Rémi. Est-ce que vous voulez… Oui, j'avais deux questions. Une plutôt sur le statut, parce que il a été dit dans l'intervention de Monsieur Barbier, il y a les cours d'eau domaniaux, les cours d'eau non domaniaux. Au moment de la loi sur l'eau de 1992, il avait été envisagé d'ailleurs à un moment, en quelque sorte, je crois qu'il y avait des gens qui avaient employé ce terme de nationaliser les cours d'eau non domaniaux, c'est-à-dire de les rendre publics, quoi. Est-ce que vous pensez que ce statut privatif, il est de nature finalement à, à rendre plus difficile cette gestion de l'eau comme un bien commun? Donc ça, c'est sur cette question. Et puis j'avais une autre question qui était plus relative à l'intervention sur le Parlement de l'eau, parce que bon, on sait qu'en France, il y a une gouvernance de l'eau qui est relativement compliquée avec de multiples instances et est-ce que je pense qu'il y a des démarches qui sont en cours sur l'Isère, il y a des structures de gestion qui existent, et comment se passe finalement la mise en place de ce Parlement de l'eau avec ces autres structures, quoi? Quelle coordination? Est-ce que ça se passe bien? Alors, peut-être sur la nationalisation de l'eau, hein, effectivement, c'est le statut de ces eaux non domaniales. Alors, les eaux domaniales, hein, anciennement, c'était les rivières donc dites flottables et navigables, hein, qui étaient d'une importance stratégique en fait, hein, pour le fonctionnement du royaume, hein, puisque c'est des réglementations qui sont très très anciennes, et donc elles font partie du domaine public depuis très longtemps, et donc par défaut, hein, les autres sont considérés comme non domaniales. La question de leur statut a été discutée, hein, tout au long du 19e siècle. Voilà, est-ce qu'il faut aussi entre guillemets, les nationaliser et donc intégrer ces rivières donc non navigables et non flottables dans le domaine public? Finalement, ça a été tranché donc par la négative, hein. Elles sont restées donc chose commune, mais en organisant donc un accès privilégié donc aux propriétaires pour les propriétaires riverains. Cette question donc d'une domanialisation publique, donc elle est ressortie, comme vous l'avez dit, en 1992. Elle était réactivée lorsque justement aussi l'Espagne, l'Italie ont fait évoluer leur régime juridique. Je pense que ce serait sans doute bon. Après, il faut jamais négliger, hein, les défaillances publiques, hein, les défaillances de l'État dans la gestion, y compris donc des biens communs et dans la défense de l'intérêt général. Donc, est-ce que ce serait une garantie? Ça demeure à voir. Et je pense que justement une bonne partie de la réflexion autour des biens communs, c'est de dire c'est
pas non plus c'est sortir du dualisme entre la propriété privée, même indirecte, hein, à travers le fait d'être propriétaire foncier riverain d'une chose commune, et la propriété publique. Et donc, si on allait vers une domanialité publique, il faudrait quand même, enfin, de mon point de vue, organiser et maintenir des formes de participation à la fois des usagers et à la fois donc plus largement des citoyens, hein, et pourquoi pas donc trouver une manière pour aussi engager la discussion autour de l'autre volet de la question, engager des réflexions sur les relations entre ce qui existe en termes d'instances là à l'heure actuelle, donc organisées autour donc de la gestion bien commun, hein, les commissions locales de l'eau, et ces instances-là qui fleurissent un petit peu partout, là, les parlements de l'eau, et qui pourraient, pourquoi pas, enfin, ça c'est la discussion. On pourrait peut-être intégrer, se voir reconnaître une place au sein de ces commissions locales de l'eau pour porter avec d'autres une voix plus spécifique donc de la rivière et de tous ses habitants. Donc j'enchaîne par rapport à la deuxième question. Alors aujourd'hui, le Parlement, c'est une idée pour l'instant, hein, c'est un projet, il n'y a pas de concrétisation, et de toute façon, ça restera probablement, ça restera un collectif. Il y avait une question là dans le chat, au-delà de la gouvernance, y a-t-il des parlements qui ont des personnalités juridiques? Donc le Parlement, il peut très bien être sous forme associative, il peut être très bien sous une autre forme, coopérative, ou simplement un collectif. L'idée, ce n'est pas de donner la personnalité morale au Parlement lui-même, c'est de donner la personnalité juridique à la rivière, pour qu'elle se défende ses droits à travers des gardiens. Et donc le Parlement serait l'espèce de plateforme, enfin dans mon esprit, c'est la plateforme de discussion, de débat, éventuellement d'action, de tous les gardiens. Et les gardiens, pour moi, c'est aussi bien les personnes privées que des autres associations, voire même des collectivités. Ça peut être aussi, enfin moi j'imagine bien qu'au sein du Parlement puisse aussi être présent le président du syndicat de rivière ou bien le président de la Comcom locale ou du département, etc. Et puis tout le monde débat avec ses propres logiques. Après, chacun en sort avec ses propres idées et puis éventuellement des initiatives, comme je disais, de contentieux, d'action de groupe ou de contentieux individuel. Et donc, le lien avec les organismes actuels pour moi, est tout à fait naturel dans la mesure où n'importe quel organisme peut s'exprimer au sein du Parlement. Merci Philippe. Et je me permets peut-être de rebondir en faisant le lien avec une question qui est dans le chat, justement, peut-être pour Philippe, parce que je trouve que c'est assez... là, ça questionne aussi ce que tu as pu dire. On demande dans le chat, les syndicats de rivière peuvent faire des observatoires, quel lien différence? Donc, je suppose avec les parlements et le rôle de gardien-gardienne. Alors, comme je disais tout à l'heure, un des rôles du Parlement, ce serait d'agréger l'ensemble des données, l'ensemble des connaissances que l'on a sur la rivière. Et s'il y a d'autres initiatives d'observatoire par ailleurs, ben, ça peut venir compléter, hein. Enfin, nous, on a cette ambition maintenant, est-ce qu'elle sera réalisée, je ne sais pas trop, d'agréger et de jouer un espèce de chef d'orchestre des problématiques de l'eau sur le bassin versant. Après, bon, c'est une ambition très ambitieuse. Après, bon, on va voir, on n'a pas encore lancé les invitations et on a lancé les lettres avec donc des propositions auprès des collectivités. Donc, on va le faire dans les jours, semaines qui viennent et on va voir ce que ça va donner.
Juste pour compléter un tout petit peu, c'est donc là, alors une information, hein, donc la région Grand Est s'intéresse aussi à cette notion de personnalité juridique des fleuves et des rivières, hein, puisque donc ils ont lancé un stage en fait pour voir quel serait qu'est-ce que pourrait apporter à la gestion de l'eau dans la région Grand Est, donc cette personnalité juridique. Donc on voit que ça percole au-delà des initiatives militantes, etc., des initiatives, Philippe, que vous avez mentionné aussi, enfin de l'intérêt que manifeste le milieu académique, mais également donc les institutions publiques s'en saisissent également. Et par ailleurs, par rapport à la question des connaissances et par rapport à la question de leur centralisation et de la démultiplication, enfin du rôle que peuvent jouer les citoyens, donc il y a eu également, toujours dans la région Grand Est, mais je pense que c'est partagé aussi dans d'autres, il y a avoir d'autres initiatives, une réflexion sur la constitution d'un observatoire citoyen de l'eau en fait. Donc l'idée étant là aussi de réfléchir et de permettre à travers des applications informatiques à tout un chacun. Alors bon, ça dépend, il faut avoir aussi, peut-être suivre une petite formation, etc. Enfin, il faut réfléchir à tout ça, mais permettre à tout un chacun de signaler un certain nombre d'enjeux, de problèmes ou tout simplement d'observations qui permettent donc de dire que là, à tel endroit, il y a de l'eau qui coule pas, il y a des problèmes de ceci, de cela, etc. Donc voilà, donc il y a cette réflexion aussi sur la notion d'observatoire citoyen en lien avec une commission locale de l'eau, en fait, avec un sage. Merci. Monique, vous avez levé la main. Alors, votre micro est coupé. Voilà, c'est bon. Merci. Merci à Louane pour l'organisation de ce Zoom et merci aussi aux deux intervenants, c'est très éclairant. Je suis vraiment néophyte. Par contre, j'aurais deux remarques. Une pour le premier intervenant, Rémi Barbier. Donc, on parle d'eau, de cours d'eau. Qu'en est-il des eaux souterraines, des nappes phréatiques qui représentent aussi une problématique et posent le problème du bien commun, sachant comment sont traitées ces nappes phréatiques. J'habite Dijon. En 20 ans, la nappe est descendue, a baissé de 1,34 m. Voilà. Donc, cette nappe, ce qui est énorme, et je pense qu'il n'est pas fini, les sécheresses. Voilà. En ce moment, à Dijon, il y a le lancement d'un plan climat, air et énergie territorial de Dijon Métropole. Voilà, l'eau n'est pas du tout évoquée dans ce plan, même si la sécheresse est évoquée et le changement climatique l'est. Donc, voilà, donc ça me pose question, puisque c'est vraiment une ville d'eau, Dijon, et cette eau n'est peut-être pas suffisamment traitée à hauteur des enjeux qu'elle recouvre. Ma deuxième question, plutôt pour Philippe Dubois, ma deuxième remarque, c'est par rapport au cours d'eau. Quel est en fait comment concevez-vous le cours d'eau? Est-ce que c'est uniquement l'eau, la rivière? Parce que toujours pour ce qui concerne Dijon et la métropole, effectivement, ça rejoint un petit peu l'urbanisme qui fait partie de vos compétences, à savoir que l'eau, c'est uniquement la rivière. Ripisylve, nous et tout ne sont absolument pas traités dans les questions d'urbanisme. Enfin, il y a effectivement des remarques par rapport à la trame bleue, la trame verte et bleue. Toutefois, les constructions et l'urbanisme, il y a énormément de projets qui sont prévus le long de ces cours d'eau. Et pour exemple, le recul par rapport à ces cours d'eau est de 6 mètres. Est-ce que ça vous paraît compatible avec une gestion de cette rivière, une gestion, comment dire, raisonnable de cette rivière, le maintien et la sauvegarde de la biodiversité, qui n'est pas que dans les forêts et dans les montagnes, mais qui est aussi le long des cours d'eau, dans les cours d'eau et dans les milieux urbains où l'eau est particulièrement dégradée. Voilà, les cours d'eau sont particulièrement dégradés. Voilà mes deux questions. C'est un petit peu vaste. Non, merci. Sur les eaux souterraines, c'est comme un peu sur les eaux de source qui jaillissent sur une propriété. Là, on va retrouver en fait à fond le droit de propriété, enfin l'exercice du droit de propriété. On est propriétaire foncier, on a le droit d'exploiter, enfin de prélever les eaux qui passent en dessous de sa propriété, qui sont sous sa propriété. C'est la propriété du sol qui emporte celle du sous-sol, en fait. Alors, cela dit, évidemment, tout ça est plus compliqué. Et donc, comme je le disais, la police de l'eau a été, disons, formellement première mise en ordre à partir de 1898, puis progressivement progressivement organisée
est renforcé, même si c'est encore sans doute très insuffisant. Et donc, pour la défense de l'intérêt général, les prélèvements d'eau dans le sous-sol doivent être donc déclarés au-delà d'un certain seuil et doivent être autorisés, en fait, doivent faire l'objet d'une autorisation encore au-delà d'un certain seuil lorsqu'ils deviennent trop importants et que donc ils pourraient menacer soit des équilibres naturels, soit d'autres usages. Mais donc on a là un exercice plus direct en fait du droit de propriété attaché à la propriété foncière. On peut prélever l'eau qui est dans son sous-sol, mais pour des raisons d'intérêt général et de régulation des relations donc entre particuliers et entre particuliers et l'intérêt général, ces prélèvements, ces forages doivent être donc déclarés à partir d'un certain seuil et autorisés par l'administration à partir d'un seuil plus important. Alors, je vais répondre sur le deuxième point. Est-ce qu'on considère le cours d'eau uniquement ou est-ce que ça va au-delà du cours d'eau? Alors, il se trouve qu'on a une situation géographique, géologique un peu particulière sur Grenoble. Grenoble, en fait, ce sont 3 vallées anciennement glaciaires, donc aujourd'hui alluvionnaires, et qui font que cette caractéristique fait que le fleuve, la rivière et les nappes sont une seule et même masse d'eau en quelque sorte. Les nappes sont en lien avec la rivière et inversement. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le Rhône. Le Rhône, ce n'est pas la même configuration géologique et le cours d'eau Rhône n'est pas en lien, enfin, pas toujours ou pas complètement en lien avec les nappes. À Grenoble, complètement. Et il se trouve que les nappes, alors Grenoble a une tradition industrielle forte, enfin, avait, enfin bon. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte que les nappes phréatiques sont bourrées de polluants éternels. C'est une catastrophe, c'est vraiment une grosse catastrophe. Et donc, du coup, alors par ailleurs, dans une des vallées qui s'appelle le Grésivaudan, il y a une grosse industrie de microélectronique qui s'est installée il y a déjà pas mal de temps, ST Microelectronics, qui fabrique des puces, qui se sont installées là parce qu'il y avait de l'eau pure et il faut de l'eau pure pour fabriquer les puces. Et puis dernièrement, Macron est allé dans cette région-là et a fait une déclaration comme quoi on allait doubler carrément la production de puces, et ce qui allait doubler la consommation d'eau. Donc vous imaginez un peu les conséquences que ça peut avoir. Et grosso modo, ça correspond à peu près à la consommation de la ville de Grenoble. Donc on double, enfin, c'est ahurissant. Et on n'a pas beaucoup de données sur ce sujet, pas beaucoup. Enfin, la question globale de la gestion de l'eau reste posée, quoi, en quelque sorte. Et du coup, on s'est posé la question de savoir si le Parlement de la rivière, Isère, n'était pas finalement un peu restrictif et on ne devrait pas plutôt parler de Parlement de l'eau en Isère. Et du coup, on parle maintenant de Parlement de l'Isère. Ça permet d'avoir une appellation plus large et plus. Mais bien évidemment que chez nous, ça inclut la question des nappes phréatiques, la question des ripisylves, enfin, etc. Enfin, voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Et juste aussi un mot en lien avec ça, c'est que les commissions locales de l'eau revendiquent déjà d'être les parlements de l'eau, mais c'est intéressant de voir aussi la référence à cette notion de parlement. Alors, les commissions locales de l'eau revendiquent d'être des parlements de l'eau, alors qu'elles n'ont pas grand-chose à voir avec un parlement, en fait. C'est un fonctionnement extrêmement consensuel, voilà, et on établit les règles de gestion, le règlement, tout ça s'établit par consensus, et la réussite, entre guillemets, donc d'une commission locale de l'eau, c'est et d'un président, c'est quand il arrivait à faire adopter ces différentes dispositions par consensus. Donc on n'est pas du tout dans le fonctionnement de type parlementaire. Et je pense même que c'est l'idée de parlement de l'eau. En tout cas, c'est intéressant de creuser jusqu'où vraiment ce qui se met en place autour des
Parlement de l'Isère ou Parlement du Rhône, etc. Est-ce que c'est vraiment en fait le modèle parlementaire qui est le modèle du Parlement qui est le plus adéquat? C'est clair que il y a la volonté de créer un espace de discussion, mais aussi, vous l'avez dit, un espace un peu d'interpellation. Hein, voilà, donc je pense que l'appellation mérite aussi d'être un peu réfléchie. Oui, alors petit commentaire par rapport à ça, on s'est dit que c'est bien beau de faire discuter les gens, de faire débattre, de leur donner des informations, mais qu'est-ce qui se passe après? Et ce qui veut dire que s'il n'y a pas de suite, s'il n'y a pas de prise en compte, ça va vite devenir une impasse, quoi, en quelque sorte. Et je pense que c'est ça le risque. Et du coup, il y a une réelle réflexion sur l'idée de l'après. Une fois qu'on a débattu, qu'est-ce qu'on en fait après? Est-ce qu'on le porte auprès des décisionnaires, puisque le Parlement n'a pas de vocation décision? On le porte auprès des décisionnaires, et puis ils s'en emparent, ils s'en emparent pas. S'ils s'en emparent pas, il y a une action contentieuse. Enfin voilà. Donc et ce débat-là, il est aujourd'hui, il n'est pas tranché, il est en cours de réflexion. Et c'est un gros débat parce que c'est clair que s'il n'y a pas un après du débat, le citoyen va se lasser, quoi. Merci pour les précisions. Alors, Laure a levé la main en première. Oui, alors voilà, je vais juste mettre le micro. Merci Louane. Merci pour les présentations. Alors moi, je voulais intervenir parce que ici, sur le secteur de Lons-le-Saunier, donc dans le Jura, Éclat, donc qui est la communauté de communes, a répondu à un appel à projet de l'agence de bassin visant à sensibiliser la population à la consommation d'eau, à la quantité d'eau. Donc on est plus sur les eaux souterraines, puisqu'en fait, Éclat approvisionne son territoire essentiellement à partir d'une nappe souterraine, la nappe de Villevieux. Et la grosse question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens, le grand public, pas ceux qui sont connectés ce matin sur ce webinaire, mais comment le grand public peut être interpellé, sensibilisé à toutes ces questions autour de la fragilité de la ressource en eau. Et puis, une autre question subsidiaire, là, il a beaucoup été question des commissions locales de l'eau, mais a priori, ça n'existe pas partout parce qu'il n'y en a pas sur Éclat. Ou en tout cas, s'il y en a une, ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas réunie. Donc, voilà, c'est vraiment comment est-ce qu'on passe des constats à une réelle réaction de la société, pas simplement peut-être par le fait de passer par le juridique, ce qui au passage, hein, enfin, les personnalités là, qui sont données au lieu, ça souligne l'importance du ressenti par rapport à ce que dit la science. Hein. On n'est pas sur des chiffres quand on passe à une personnalité juridique, on est sur quelqu'un, et là on est dans le domaine non plus du légal, mais du sentiment, pratiquement du ressenti. Et je trouve que quand on parle d'écologie, souvent, on s'appuie toujours sur des notions scientifiques, des chiffres scientifiques, alors qu'en face, les grandes entreprises, et depuis longtemps avec la publicité, ça interpelle le ressenti des gens et les sentiments. Donc voilà, alors moi, ma question, j'en reviens au départ, quel sentiment faut-il toucher dans la population pour que la population se sente responsable de sa ressource en eau, qu'elle soit souterraine ou qu'elle soit de rivière? Merci. Alors, c'est une vaste question et complexe. Philippe, est-ce que tu veux répondre en premier ou, Oui, je vais répondre rapidement. Sensibiliser le grand public. Tout à l'heure, je disais, donc, qu'est-ce qu'on fait de la parole des gardiens ou de la parole de ceux qui interviennent? Donc, on l'apporte auprès des décideurs, mais on peut faire aussi autre chose. On peut communiquer. Et une dimension de ce Parlement qui est la communication grand public pour sensibiliser justement ceux qui n'ont pas participé ou ceux qui s'y intéressent, ceux qui n'ont pas eu le temps, sensibiliser le grand public à tous ces problèmes-là. Donc cette dimension communication dans le Parlement, pour moi, elle est fondamentale et ça fait partie d'une des réponses à la question « qu'est-ce qu'on fait après ?»
Après, sur l'aspect ressenti, j'en ai parlé un peu tout à l'heure sur la question de l'attachement. Pour moi, la question d'attachement, c'est quelque chose de très important. Et donc, du coup, l'attachement, c'est par le biais du culturel qu'on le développe. Et je pense que là, je pense qu'il y a moyen de sensibiliser, de toucher une grande partie de la population par le biais du théâtre, par le biais de spectacles, par le biais de balades le long de la rivière, par le biais d'éducation à l'environnement, etc. Enfin, tout cet aspect culturel qui me paraît être fondamental et qui révèle l'attachement qu'on peut avoir à la qualité de l'eau, à la qualité des paysages, etc. Il y a une autre dimension. Il se trouve qu'on a été en contact avec une association qui s'appelle l'Assemblée des communs et qui intervient essentiellement dans les quartiers un peu difficiles de Grenoble. Et ces quartiers-là, cette association nous a donné une vision complètement différente de la question de l'eau. Dans le sens où la plupart des habitants de ces quartiers sont des habitants qui viennent d'autres pays, Maghreb ou autres, et qui ont une relation avec l'eau complètement différente, notamment les musulmans. Et pour les musulmans, l'eau, il y a la notion de purification. On se purifie avec l'eau à travers les ablutions, etc. Et du coup, l'eau, on peut pas envisager ça avec une eau polluée, quoi. Donc l'eau, elle est forcément pure. Et puis il y a la notion de l'aumône. L'aumône, c'est gratuit. L'aumône, on donne de l'eau. On peut pas imaginer dans ces cultures-là, que l'eau soit payante. Et donc, du coup, enfin, tout ça, ça nous invite à imaginer, enfin, à avoir un autre regard. Pour eux, par exemple, le fait que l'on... Enfin, j'arrive pas à formuler enfin, ils trouvent par exemple qu'on ne respecte pas assez l'eau, quoi, en quelque sorte. Donc, ça donne une image enfin, une autre vision de l'eau. Et là, on est sur du ressenti et sur un peu l'aspect affectif, en quelque sorte, qui n'est pas à négliger et qui est très important pour moi. Oui, juste pour abonder dans ce sens-là, c'est vrai. Alors, quand même, il faut bien dire la situation de ces quelques dernières années, et notamment l'été passé, et puis la situation qui s'annonce là en 2023, ont quand même beaucoup contribué à installer quand même la question de la fragilité de la ressource en eau dans l'espace public. Et ça, je pense que ça a été de fait une opération massive en fait de sensibilisation donc à notre dépendance à l'eau et à son abondance, qui n'est absolument pas plus garantie donc avec le changement climatique. Après, c'est ce que dit Philippe, c'est une fois qu'on a alors soit débattu, mais même une fois qu'on est sensibilisé, il faut trouver aussi un moyen de prolonger en fait cette sensibilité, donc en développant et de trouver aussi un débouché en fait à cette sensibilisation donc accrue, soit en travaillant justement sur une approche par le sensible. Philippe parlait des attachements, on parle aussi beaucoup de reconnexion en fait à la nature, au milieu, etc. Donc il y a pas mal de dispositifs qui peuvent être envisagés dans cette perspective, mais également donc donner également des perspectives. Alors j'évoquais également la question des observatoires citoyens. C'est aussi des dispositifs qui permettent de nourrir et de faire vivre dans la durée un attachement donc à des milieux, et également de travailler au-delà de la dimension sensible et de la dimension cognitive, travailler également la dimension politique. Et donc ça a été voilà, s'engager comme gardien, mais également donc imaginer, il y a des initiatives qui sont prises notamment par des régies publiques pour aussi démocratiser la gouvernance. Je disais que c'était quand même une des revendications assez fortes qui est portée par tout le mouvement autour de l'eau bien commun, donc donner des places à des représentants associatifs ou pourquoi pas à des citoyens tirés au sort dans les conseils de régie, et
sur ce qui est la question de la ressource, et travailler à un approfondissement démocratique de ce fonctionnement des commissions locales de l'eau qui effectivement n'existe pas partout. Il y a un peu plus de la moitié du territoire national qui est couvert aujourd'hui, mais il y a le projet, il y a une réforme qui est en cours. Le ministère de l'Environnement a fait une évaluation nationale de cette politique, donc des commissions locales de l'eau. Et probablement, ça va être généralisé, mais pas forcément sous la forme telle qu'elle a été, telle qu'on la connaît depuis 1992, et sous une forme plus légère et peut-être plus intéressante, qui est de doter chaque sous-bassin versant, en quelque sorte, d'une commission locale de l'eau qui élabore un texte un peu politique, programmatique, et qui soit pas forcément obligé de passer par des étapes qui peuvent être parfois des procédures qui peuvent être parfois, comme je l'évoquais, très très longues et très chronophage et parfois un peu démobilisatrice. Donc ça, c'est plutôt, enfin, je pense qu'on va plutôt aller vers une généralisation de ces commissions locales de l'eau, mais il faut veiller, il faudra être attentif à la qualité démocratique, au-delà donc du fait qu'il y a des représentants des usagers, il y a des représentants des associations environnementalistes et de consommateurs. Pourquoi pas aller aussi intégrer des représentants de citoyens, soit des gardiens qui seraient des représentants des parlements des parlements de l'eau entre guillemets là où ils existent, ou des citoyens tirés au sort, ou d'autres formes de participation citoyenne. Et j'ai mis dans le fil de la discussion la référence à un article sur justement une expérience destinée à favoriser la participation citoyenne dans ces dispositifs institutionnels que sont les commissions locales de l'eau. Et donc vous verrez vous pourrez aller regarder cet article, et ça fait partie de tout un numéro spécial d'une revue qui est consacrée à la question de la participation dans le domaine de l'eau. Super, merci Rémi. Je vous remets le lien directement. Voilà, comme ça, si vous avez un peu de difficulté à le trouver. Jean-André? Oui, je voulais juste, par rapport au sujet des sages, compléter, si vous voulez, que effectivement, c'est la démarche, pourquoi elle n'est pas mise en œuvre sur tout le territoire, c'est que c'est une démarche relativement complexe. Il y a toute la commission locale de l'eau qui comporte 3 collèges, les usagers, l'administration et puis les usagers, l'administration et puis les collectivités. Donc, à chaque fois, alors à chaque élection, il faut recréer ces commissions. Enfin, c'est une démarche. Avant de créer une commission locale de l'eau, il s'écoule des fois 1 ou 2 ans. Donc, si finalement, il y a une démarche simplifiée qui est créée, je crois que ça sera une bonne chose. Et puis, d'autre part, il faudrait, en termes de représentativité, puisqu'il y avait eu sur le bassin Rhône-Méditerranée une évaluation de la politique de mise en œuvre des sages. Alors, ça date d'une dizaine d'années, mais je pense que le constat reste d'actualité, qui montrait que finalement, il y avait des décisions qui étaient prises dans d'autres démarches, notamment les démarches de planification, parce que finalement, je dirais, la qualité des milieux aquatiques, elle dépend finalement de toutes les décisions qui sont prises sur le bassin versant. Et les démarches que je dirais prégnantes, que sont les SCOT et les plans locaux d'urbanisme, qui vont définir finalement le devenir de certains milieux. Je pense par exemple aux zones humides. Si d'un côté, dans le SAGE, vous prenez des décisions qui visent à améliorer la qualité des milieux aquatiques, et puis de l'autre, dans une démarche d'urbanisme, vous décidez sur ces zones humides, de créer des zones économiques ou des lotissements, il y a un peu, je dirais, quelque chose qui est contraire. Et malheureusement, cette évaluation de la politique SAGE, elle avait montré que les acteurs qui étaient présents dans ces démarches n'étaient pas les mêmes, si vous voulez. Ce qui expliquait finalement que, il y a un peu ces décisions contraires qui soient prises, quoi. Donc, c'est dans ce sens-là aussi que la politique SAGE ou cette commission locale de l'eau, qui est une bonne idée au départ, et doit évoluer pour que finalement, cette clé soit un véritable parlement de l'eau, mais qui puisse prendre des décisions qui soient suivies d'effets sur les milieux. Voilà, c'est juste ce que je voulais compléter.
Oui, non, mais vous avez parfaitement raison, hein, et juste aussi, alors pour dire que là où il n'y a pas de clé de commission locale de l'eau, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien du tout, hein. Il peut y avoir des dispositifs alternatifs. L'extension en fait, hein, des sages, ça a aussi beaucoup dépendu des politiques plus ou moins volontaristes dans ce sens-là, des agences de l'eau et des comités de bassin en fait, hein, donc des structures supra, hein, qui fonctionnent à l'échelle des grands bassins versants. Et par exemple, hein, en Rhône-Méditerranée Corse, où les sages ne sont pas particulièrement développés, il y a des dispositifs autres, hein, des alternatives qui ont été mises en place, des plans de gestion de la ressource en eau. Enfin voilà, donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de sage que forcément il y a rien. Et puis, sinon, ce que vous avez dit aussi, Jean-André, hein, sur le fait que ces instances de gestion donc de l'eau en bien commun territorial, là, que peuvent être les commissions locales de l'eau, elles restent effectivement une de leurs fragilités essentielles, c'est qu'elles sont souvent dominées par les instances et les filières de gestion de l'espace, hein, l'aménagement et l'agriculture, hein. Ça, c'est c'est la grande difficulté en fait, hein, de ces commissions. Et donc, bon, c'est les relations entre les commissions locales de l'eau et les SCOT et l'organisation, la gouvernance agricole, voilà, départementale ou régionale. Et ça, c'est un problème, disons, un peu structurel. Alors, il semble qu'il n'y a pas d'autres mains levées. N'hésitez pas. Alors, il est midi, donc ça veut dire qu'on finit parfaitement à l'heure. S'il n'y a plus de questions et plus de remarques, ce que je vous propose, voilà, c'est de conclure le webinaire. Merci beaucoup à Rémi Barbier et à Philippe Dubois pour leur intervention. Avec plaisir. Extrêmement intéressante. Merci également à tous les participants et participantes. On avait 54 inscrits et au plus fort de la visio, on a été 37, ce qui est pas mal. Voilà, je vous enverrai l'ensemble des slides qui ont été projetés aujourd'hui. Également l'enregistrement qui a commencé au moment de l'intervention de Rémi sera mis sur YouTube et on vous transmettra le lien. Vous recevrez également un petit mail avec un questionnaire, voilà, pour récolter vos retours et potentiellement pour voir s'il n'y a pas des choses à faire suite à ce webinaire sur la question de l'eau comme bien commun au sein de la Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que ça peut pas être un sujet du programme Transition Action? Donc voilà, faire un événement, faire un atelier, on pourra lancer une réflexion et un groupe de travail. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Et on vous Merci, souhaite au revoir. Toutes ces informations, Merci. toutes ces interventions. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.